T'es-tu déjà senti comme si quelqu'un ne te cherchait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose? Si c'est le cas, il est possible que cette personne abuse de ton temps, de ton énergie ou de tes émotions. Souvent, lorsque tu es en relation avec quelqu'un qui se sert de toi comme un outil, au début, les choses peuvent sembler normales, voire parfaites. Ces personnes ont tendance à être charmantes au début, créant l'impression qu'elles te valorisent et se soucient de toi. Cependant, avec le temps, elles commencent à montrer des signes de manipulation, d'égoïsme et de désintérêt pour ton bien-être. Ce schéma comportemental est plus courant qu'il n'y paraît, et c'est pourquoi il est crucial d'apprendre à l'identifier avant qu'il ne te fasse du mal. L'un des comportements les plus courants chez ces personnes est qu'elles sont toujours présentes quand elles ont besoin de quelque chose, mais disparaissent ou deviennent distantes lorsque c'est toi qui as besoin de soutien. Cela crée un déséquilibre dans la relation où tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois. Ainsi agit une personne qui ne fait que se servir de toi. Tu t'es sûrement déjà retrouvé face à quelqu'un qui semblait intéressé par toi, mais avec le temps, tu t'es rendu compte qu'il ne te manipulait que pour son propre bénéfice. Ce type de relation peut être douloureux et, dans de nombreux cas, difficile à détecter au début. Mais pas de panique, car aujourd'hui nous allons te donner tous les outils pour identifier ces signaux et te protéger émotionnellement. À la fin de cette vidéo, tu ne sauras pas seulement comment agissent les personnes qui t'utilisent, mais tu seras également armé des informations nécessaires pour couper ces liens toxiques de manière définitive. Je te promets que ce que tu apprendras ici t'aidera à reconnaître ces comportements dans ton entourage et à prendre des décisions qui te seront bénéfiques à long terme. Alors, sois attentif, car ce que je vais te dire change tout. Un signe clair qu'une personne ne fait que t'utiliser est qu'elle minimise souvent tes problèmes ou préoccupations. Chaque fois que tu essaies de parler de ce qui te touche, il semble qu'elle n'a jamais le temps ou l'intérêt de t'écouter. En revanche, quand elles ont un problème, elles s'attendent toujours à ce que tu sois là pour les aider. Cette dynamique peut te faire sentir sous-estimé et non valorisé. L'une des grandes erreurs que nous commettons est de justifier le comportement de ces personnes, en croyant qu'elles vont changer ou qu'elles traversent juste une mauvaise passe. Mais fais attention, car il y a quelque chose que tu oublies. Si une personne priorise constamment ses besoins au-dessus des tiens, elle ne traverse pas un mauvais moment, elle montre sa véritable nature. Il est essentiel de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont, avant que le mal ne soit plus grand. Un aspect important à souligner est la façon dont ces personnes peuvent être extrêmement flatteuses ou charmantes au début de la relation. Ce comportement fait partie de ce que les psychologues appellent la phase d'idéalisation, où elles tentent de gagner rapidement ta confiance et ton affection pour ensuite profiter de cette proximité. Lorsque les choses ne sont plus si nouvelles ou excitantes, leur attitude change, et c'est là que tu commences à remarquer leurs véritables intentions. Ce que ces personnes cherchent, dans la plupart des cas, est une relation de convenance, qu'elle soit émotionnelle, économique ou sociale. Leur principal objectif est d'obtenir quelque chose de toi, sans avoir à investir dans la relation de manière réciproque. C'est pourquoi tu dois être très vigilant lorsque tu sens que tu es toujours en train de donner et que tu ne reçois jamais ce que tu mérites. Rolando l'explique très clairement. Les relations saines reposent sur l'équilibre. Si tu as toujours l'impression de porter tout le poids de la relation, il est probable que l'autre personne ne te considère que comme un moyen d'obtenir ce qu'elle veut. C'est un conseil crucial à garder en tête, car cela t'aidera à évaluer si la personne à tes côtés te valorise réellement ou si elle te voit seulement comme un moyen d'atteindre ses propres fins. À mesure que nous avançons dans cette vidéo, tu verras qu'il ne s'agit pas seulement de mauvaises intentions. Dans certains cas, les personnes qui t'utilisent peuvent même ne pas être conscientes de ce qu'elles font. Elles ont appris à agir de cette manière en raison de schémas comportementaux acquis dans le passé. Cependant, cela ne signifie pas que tu dois permettre qu'elles continuent à abuser de ta générosité et de ta bonne volonté. Il est fondamental que tu commences à poser des limites claires dans tes relations. Ce faisant, tu protèges non seulement ton bien-être émotionnel, mais tu envoies aussi un message à l'autre personne que tu ne laisseras pas faire. Cela peut être difficile au début, surtout si tu ressens un fort attachement émotionnel. Mais souviens-toi que ta paix mentale et ton bonheur doivent être ta priorité. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse,
a parlé de l'importance du ça, du moi et du surmoi dans les relations entre les personnes qui ont tendance à utiliser les autres, en fonction de leurs désirs, sont souvent dominées par le ça. Le surmoi, ou la conscience morale, est en second plan. Cela signifie qu'elles agissent selon leurs désirs et besoins immédiats, sans considérer comment leurs actions affectent les autres. Alfred Adler, un autre psychologue influent, a souligné l'importance des relations équilibrées. Pour lui, une relation saine est celle où les deux membres grandissent et se développent ensemble. Si tu remarques que ta croissance personnelle est freinée par une relation où tu es le seul à donner et jamais à recevoir, il est temps de réévaluer si cette personne mérite de rester dans ta vie. Rappelle-toi, tu as le contrôle sur qui entre et demeure dans ta vie. Cette vidéo ne te donnera pas seulement les outils pour identifier quand une personne t'utilise, mais elle t'apprendra aussi comment agir et te libérer de ces relations toxiques. Pour mieux comprendre comment agit une personne qui ne te considère que comme un moyen, il est nécessaire d'analyser ce comportement d'un point de vue psychologique. Sigmund Freud, le père du psychanalyse, croyait que nos actions sont profondément influencées par le ça, le moi et le surmoi. Le ça représente nos désirs les plus primitifs, tandis que le surmoi agit comme notre conscience morale. Chez les personnes qui ont tendance à utiliser les autres, le ça est souvent dominant. Elles cherchent à satisfaire leurs besoins et désirs immédiats, sans se soucier de l'impact de leurs actions sur autrui. Cette absence de conscience et d'empathie est une caractéristique commune chez ceux qui utilisent les autres pour leurs propres bénéfices. Carl Jung, quant à lui, a introduit le concept de l'ombre, cette partie cachée de notre personnalité que nous réprimons souvent. Chez de nombreuses personnes agissant de manière manipulatrice ou intéressée, leur ombre est dominée par des désirs égoïstes et des schémas de comportement visant à satisfaire leurs besoins au détriment des autres. Selon Jung, intégrer cette ombre dans notre conscience est crucial pour atteindre un équilibre émotionnel. Cependant, dans le cas des personnes qui n'utilisent que les autres, cette ombre reste cachée, leur permettant de continuer à agir de manière égoïste sans ressentir de culpabilité. Rolando nous offre également une réflexion précieuse à ce sujet. Les personnes qui t'utilisent reconnaissent rarement leur propre comportement toxique. Dans leur esprit, elles cherchent simplement ce qu'elles veulent, sans tenir compte du coût émotionnel que cela a pour les autres. Cette citation nous rappelle que souvent, ceux qui nous exploitent ne sont pas nécessairement conscients du mal qu'ils causent, ce qui rend encore plus difficile la rupture de ces liens. Albert Bandura, célèbre pour sa théorie de l'apprentissage social, suggère que les gens apprennent des comportements en observant les autres. Pour ceux qui utilisent les autres, il est probable qu'ils aient grandi dans des environnements où ce type de comportement était la norme. Ils ont peut-être vu leurs parents ou des figures d'autorité agir de manière manipulatrice pour obtenir ce qu'ils voulaient. Bandura souligne que ce type de comportement est appris, mais qu'il peut aussi être désappris s'il est confronté de manière adéquate. Rolando met en lumière un autre point important sur ce sujet. Le problème n'est pas seulement que l'autre personne t'utilise, mais que, en ne mettant pas de limite, tu lui permets de continuer à le faire. C'est ici que la responsabilité personnelle entre en jeu. Bien que nous ne puissions pas contrôler le comportement des autres, nous pouvons contrôler notre réaction à celui-ci. Si nous permettons aux gens de nous utiliser, nous contribuons à perpétuer ce cycle d'abus émotionnels. Un autre aspect à considérer est la théorie des relations toxiques abordée par Erikson, un psychologue du développement. Erikson parlait des conflits que nous rencontrons tout au long de notre vie, et l'un de ces conflits clés est la capacité de former des relations intimes et authentiques. Les personnes qui n'utilisent que les autres ne développent pas de relations authentiques. Au lieu de cela, elles établissent des connexions superficielles basées sur la commodité. Pour Erikson, ces relations ne permettent pas le développement personnel ni la véritable intimité. Carl Rogers, un autre psychologue influent, a introduit le concept de l'acceptation inconditionnelle. Selon Rogers, les relations saines reposent sur la capacité d'accepter l'autre personne telle qu'elle est, sans attente ni manipulation. En revanche, les personnes qui t'utilisent conditionnent souvent leur affection ou leur attention à ce qu'elles peuvent obtenir de toi. Cela crée un déséquilibre dans la relation où une partie donne toujours et l'autre ne prend que. Freud a également parlé du narcissisme
un trait commun chez les personnes qui utilisent les autres. Le narcissisme implique une auto-obsession, où l'individu est tellement centré sur ses propres désirs et besoins qu'il ne peut voir au-delà de lui-même. Ces personnes peuvent sembler charmantes au début, mais avec le temps, elles révèlent leur véritable nature, où elles ne te voient que comme un outil pour satisfaire leurs besoins. Harbach, le fondateur de la thérapie cognitive, souligne que la pensée dysfonctionnelle joue également un rôle dans ces dynamiques. Les personnes qui utilisent les autres justifient souvent leur comportement par des distorsions cognitives. Par exemple, elles peuvent se convaincre qu'elles ont le droit à ce qu'elles font ou minimiser les dégâts qu'elles causent aux autres. Beu souligne l'importance d'identifier et de corriger ces schémas de pensée pour éviter de tomber dans ces pièges. L'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontées les personnes utilisées est la difficulté à poser des limites. Rolando l'exprime clairement. Si tu ne mets pas de limites, quelqu'un d'autre décidera pour toi où commencent et se terminent tes responsabilités. Cela signifie qu'il est essentiel d'apprendre à dire non et à reconnaître quand une relation devient toxique. Daniel Goleman, expert en intelligence émotionnelle, souligne que les personnes qui t'utilisent manquent souvent d'empathie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses émotions et ses expériences. Les personnes manipulatrices ont généralement un déficit dans ce domaine, ce qui leur permet d'agir de manière égoïste sans tenir compte de l'impact qu'elles ont sur les autres. Goleman suggère également qu'il est essentiel de développer sa propre intelligence émotionnelle pour reconnaître ses schémas et agir en conséquence. Les dynamiques de pouvoir sont un autre facteur clé. Alfred Adler, qui a étudié les relations interpersonnelles, a parlé de la façon dont le pouvoir et le contrôle jouent un rôle fondamental dans de nombreuses relations. Les personnes qui t'utilisent tentent souvent d'établir une relation de pouvoir, où elles sont en contrôle. Et toi, tu cèdes constamment. Cela génère une dynamique de domination qui, si elle n'est pas abordée, peut causer des dommages émotionnels profonds. Viktor Frankl, dans sa logothérapie, souligne que la recherche de sens est essentielle pour la santé mentale. Les personnes qui se trouvent dans des relations où elles sont utilisées perdent souvent le sens de leurs propres valeurs et de leurs buts. Frankl nous rappelle que le sens de la vie ne peut être sacrifié pour le bien-être d'une autre personne et que nous devons trouver notre propre chemin, même si cela signifie s'éloigner de ceux qui nous utilisent. Un autre aspect important est le concept de dissonance cognitive, proposé par Leon Festinger. Les personnes qui sont utilisées éprouvent souvent une dissonance cognitive lorsque leurs actions, en restant dans une relation toxique, ne correspondent pas à leurs croyances selon lesquelles elles méritent d'être traitées avec respect. Ce conflit interne peut générer du stress et de l'inconfort, mais peut aussi être un signe que quelque chose doit changer. Rolando apporte un autre conseil précieux. Lorsque tu réalises que quelqu'un ne fait que t'utiliser, ne te blâme pas de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ce qui est important, c'est ce que tu décides de faire à partir de maintenant. C'est un rappel que tu as toujours la capacité de prendre des décisions qui améliorent ton bien-être émotionnel, même si tu t'es senti piégé dans le passé. Howard Gardner, connu pour sa théorie des intelligences multiples, suggère que nous avons tous différentes façons de traiter et de comprendre les relations. Certaines personnes sont plus intuitives et peuvent détecter rapidement les comportements toxiques, tandis que d'autres ont besoin de plus de temps et de preuves pour voir la vérité. Ce qui est important, c'est qu'une fois que tu reconnais que tu es utilisé, tu prennes des mesures pour changer la dynamique ou t'éloigner. Enfin, Mary Ainsworth et John Bowlby, dans leur théorie de l'attachement, expliquent que les personnes ayant un style d'attachement insécurisé ont tendance à rester dans des relations toxiques plus longtemps que nécessaire. Cela est dû à la peur de l'abandon ou de la solitude. Cependant, la solution ne réside pas dans le fait de s'accrocher à une relation qui te fait du mal, mais plutôt dans l'apprentissage de la confiance en soi et de sa capacité à être bien sans cette personne. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la manière dont agissent les personnes qui t'utilisent et des effets psychologiques que cela peut avoir sur toi. Mais il est important de se rappeler que le fait que quelqu'un t'utilise n'est pas de ta faute, mais le résultat d'une dynamique déséquilibrée qui peut surgir pour de nombreuses raisons. Aujourd'hui, nous allons explorer comment détecter ces signaux tôt et que faire une fois que tu réalises que tu es utilisé. Les outils que nous te fournirons t'aideront non seulement à te protéger, mais aussi à guérir et à sortir plus fort de ces situations.
L'un des signes les plus clairs que quelqu'un te utilise est le manque de réciprocité dans une relation saine. Les deux parties donnent et reçoivent de manière équitable. Cependant, quand une personne ne te considère que comme un outil, les choses ne sont pas équitables. C'est toujours toi qui fais des sacrifices, que ce soit émotionnellement, physiquement ou financièrement, tandis que l'autre personne semble toujours en tirer des bénéfices sans rien donner en retour. Ce type de relation crée une charge émotionnelle qui peut devenir insoutenable si elle n'est pas corrigée à temps. Le Bygske, l'un des plus grands psychologues du développement, a parlé de l'importance des interactions sociales pour la croissance personnelle. Dans sa théorie du développement cognitif, il a souligné que les relations doivent être mutuellement bénéfiques pour que les deux parties grandissent et se développent. Quand une personne te utilise, il n'y a pas de croissance, seulement du stagnement. Cela s'explique par le fait que la relation n'est pas fondée sur une base de respect et de soutien mutuel, mais sur un déséquilibre de pouvoir. Carl Rogers a également souligné l'importance de la considération positive inconditionnelle dans les relations. Selon Rogers, l'amour et le respect dans une relation doivent être inconditionnels, c'est-à-dire ne pas dépendre de ce que l'autre personne peut offrir en retour. Cependant, quand quelqu'un t'utilise, son affection et son attention sont conditionnées par ce qu'il peut obtenir de toi. Si tu cesses d'être utile pour eux, cette affection disparaît, créant un profond vide émotionnel. Rolando l'exprime de manière percutante. Tu ne peux pas construire une relation solide quand une des parties ne s'intéresse qu'à ce qu'elle peut tirer de l'autre. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt déguisé. Cette citation nous rappelle que le véritable amour repose sur le respect et la réciprocité, pas sur l'utilisation égoïste de l'autre personne pour satisfaire ses propres besoins. Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel en sciences économiques, connu pour son travail sur la prise de décision, parle de la manière dont les personnes qui t'utilisent ont tendance à profiter de tes points aveugles émotionnels. Elles savent comment manipuler tes émotions pour que tu continues à investir dans la relation, même lorsque tu ne reçois pas ce que tu mérites. Kahneman suggère que les décisions émotionnelles sont souvent irrationnelles, et c'est ce que les personnes manipulatrices exploitent pour te maintenir dans une dynamique où tu donnes toujours plus que tu ne reçois. Un autre psychologue important, Abraham Maslow, dans sa théorie de la pyramide des besoins, souligne que pour atteindre l'autoréalisation, au sommet de sa pyramide, nos besoins émotionnels doivent être satisfaits en premier. Les relations dans lesquelles tu es utilisé t'empêchent d'atteindre ce niveau de réalisation, car tu es constamment concentré sur la satisfaction des besoins de l'autre personne, en oubliant de prendre soin de toi. Ce manque d'équilibre émotionnel t'empêche de grandir et de t'épanouir. Elizabeth Loftus, psychologue cognitive, a démontré comment la mémoire et les expériences passées peuvent influencer nos décisions présentes. Dans de nombreuses situations, les personnes qui t'utilisent recourent à des tactiques telles que la manipulation émotionnelle ou la distorsion des faits pour te faire douter de ta perception. Elles te font sentir que tu exagères ou que tu es le problème, alors qu'en réalité, elles sont en train de déformer la réalité pour éviter de prendre leurs responsabilités. Loftus nous rappelle qu'il est important de faire confiance à nos perceptions et de ne pas se laisser influencer par ce que les autres nous font croire. Rolando nous offre également une perspective intéressante. L'une des choses les plus difficiles est d'accepter qu'une personne que nous aimons ne fait que nous utiliser, mais la vérité est que tu ne peux pas obliger quelqu'un à te valoriser comme tu le mérites. Cette décision leur appartient, et s'ils ne le font pas, ton devoir est de t'éloigner. Cette phrase est un appel à reconnaître quand une relation a atteint ses limites et qu'il n'est pas sain de continuer à y investir. Le psychologue social Leon Festinger a introduit le concept de dissonance cognitive que nous avons mentionné précédemment pour décrire l'inconfort que nous ressentons lorsque nos actions ne correspondent pas à nos croyances. Dans le contexte d'une relation où tu es utilisé, tu peux ressentir une dissonance cognitive en justifiant le mauvais comportement de l'autre personne. Souvent, tu essaies de te convaincre que les choses s'amélioreront ou que l'autre personne changera. Mais la réalité est que ce malaise interne est un signe que quelque chose ne va pas. Martin Seligman, connu pour son travail en psychologie positive, a parlé de l'impuissance acquise, un phénomène où, après avoir été dans des situations d'abus ou de manipulation pendant une période prolongée, les personnes commencent à croire qu'elles n'ont aucun contrôle sur leur vie ou leurs décisions.
Les personnes qui sont utilisées dans des relations toxiques peuvent développer ce type d'impuissance, croyant qu'il n'y a pas de sortie possible ou qu'elles ne méritent rien de mieux. Seligman nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de changer notre situation et de sortir de ces dynamiques nuisibles. Goicoechea souligne également quelque chose de clé dans ce processus de récupération. Le premier pas pour se libérer d'une relation où l'on est utilisé est de reconnaître sa propre valeur. Une fois que vous comprenez ce que vous valez, il sera beaucoup plus facile de vous éloigner de ceux qui ne vous apprécient pas. Cette citation souligne l'importance de l'amour de soi dans le processus de guérison et dans la capacité à mettre fin à des relations toxiques. Un autre aspect à considérer est comment les personnes qui vous utilisent ont souvent recours à des tactiques de manipulation émotionnelle. B.F. Skinner, l'un des pionniers de la psychologie comportementale, a suggéré que les gens réagissent aux récompenses et aux punitions de leur environnement. Dans une relation où vous êtes utilisé, l'autre personne peut vous récompenser par de l'affection ou de l'attention lorsque vous faites ce qu'elle veut, mais vous punira par indifférence ou rejet lorsque vous ne répondez pas à ses attentes. Cela crée une dépendance émotionnelle qui peut être difficile à briser. Aaron Beck, père de la thérapie cognitive, nous rappelle que nos croyances et nos pensées jouent un rôle crucial dans la façon dont nous expérimentons le monde. Si vous pensez que vous méritez d'être traité de manière méprisante ou manipulatrice, il est probable que vous continuiez à attirer des personnes qui vous traitent ainsi. Beck suggère que structurer vos pensées et changer la façon dont vous vous voyez est essentiel pour attirer des relations plus saines et équilibrées. L'une des manières les plus puissantes de sortir d'une relation où vous êtes utilisé est d'établir des limites claires. Noam Chomsky, bien qu'il soit plus connu pour son travail en linguistique, a également parlé du pouvoir des mots et de la façon dont nos actions et nos limites communiquent notre valeur aux autres. Si vous ne mettez pas de limites, les gens continueront à essayer de profiter de vous. En établissant ces limites, vous envoyez un message clair indiquant que vous ne permettez pas qu'on vous utilise. En fin de compte, tout se résume à une question de respect. Les personnes qui vous utilisent ne vous respectent pas en tant que personne, mais ne voient que ce qu'elles peuvent obtenir de vous. Viktor Frankl, dans sa logothérapie, nous rappelle que le sens de la vie se trouve dans la liberté de choisir comment répondre à nos circonstances. Si vous vous trouvez dans une relation où vous n'êtes pas respecté, votre liberté réside dans votre capacité à vous éloigner et à trouver un environnement où vous êtes valorisé pour qui vous êtes réellement. Rolando conclut avec une réflexion importante. L'amour de soi est la clé pour se libérer de toute relation toxique. Lorsque vous vous aimez suffisamment, vous ne permettrez jamais à quelqu'un d'autre de vous utiliser ou de vous faire sentir moins que ce que vous valez. Ce message est le cœur de ce que nous essayons de transmettre ici. Vous avez le contrôle sur qui entre et reste dans votre vie. Et lorsque vous vous valorisez, vous prendrez les bonnes décisions pour votre bien-être. Valentina a toujours été une personne qui valorise la loyauté par-dessus tout. Depuis petite, on lui a enseigné qu'une bonne amie est toujours là, prête à tout donner pour les autres. Elle a ainsi vécu une grande partie de sa vie en croyant que la véritable force d'une relation résidait dans sa capacité à se sacrifier pour ceux qu'elle aimait. Cependant, cette croyance l'amènerait à une situation émotionnelle dont elle aurait beaucoup de mal à sortir. Tout a commencé lorsqu'elle a rencontré Marcos, un collègue de travail qui était arrivé dans son bureau il y a à peine quelques mois. Marcos était le genre de personne qui irradiait de charisme. Dès le premier moment où elle l'a vu, Valentina s'est sentie attirée par sa confiance en lui et sa manière de parler. Il semblait toujours savoir quoi dire pour la faire sentir spéciale, et cette attention a fait qu'elle s'est ouverte rapidement à lui. Au début, les choses semblaient aller merveilleusement bien. Marcos était toujours prêt à écouter les problèmes de Valentina, il lui donnait des conseils, et lorsqu'elle avait le plus besoin de lui, il semblait être la personne idéale pour la soutenir. Ils passaient de longues heures à parler après le travail, et bientôt, ce qui avait commencé comme une simple amitié se transformait en quelque chose de plus. Valentina a commencé à ressentir une connexion spéciale avec Marcos, croyant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait et la valorisait. Cependant, avec le temps, de petits signes ont commencé à apparaître que Valentina, aveuglée par son affection pour lui, ne voulait pas voir. Marcos ne semblait disponible que lorsqu'il avait besoin de quelque chose d'elle. Il lui demandait constamment des services,
de l'aider avec son travail, de l'écouter lorsqu'il avait des problèmes avec d'autres collègues, ou même de lui prêter de l'argent quand il manquait d'argent. Valentina, avec son caractère disposé à aider, ne voyait rien de mal à cela. Elle croyait qu'il était en train de construire une relation solide basée sur un soutien mutuel. Mais ce qu'il ne remarquait pas, c'était que ce soutien allait toujours dans une seule direction. Marcos se proposait rarement de l'aider avec quoi que ce soit, et quand Valentina essayait de parler de ses propres problèmes, il changeait rapidement de sujet ou trouvait une excuse pour mettre fin à la conversation. Ce n'était pas évident au début, mais avec le temps, Valentina a commencé à se sentir de plus en plus ignorée. Un jour, Valentina travaillait sur un projet qui lui causait beaucoup de stress. C'était une tâche importante, et elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'erreur. Elle était fatiguée et accablée. Alors elle décida de demander de l'aide à Marcos, espérant qu'il lui offrirait le même soutien qu'elle lui avait toujours apporté. Mais la réponse qu'elle obtient la surprit. « Je ne peux pas, Valentina. Je suis très occupé avec mes affaires, » dit Marcos sans même la regarder, tout en continuant à taper sur son ordinateur. Valentina sentit un nœud dans l'estomac. C'était la première fois qu'elle réalisait à quel point leur relation était unilatérale. Elle avait toujours été là pour lui, mais quand elle avait besoin de quelque chose, il n'était pas disponible. Cependant, au lieu de le confronter à ce moment-là, elle décida d'ignorer ses sentiments et de continuer à travailler. Les jours passèrent, et ce sentiment d'être ignorée commença à grandir en elle. Ce n'était plus simplement une petite gêne, c'était devenu quelque chose qui la tourmentait de plus en plus. Marcos continuait à lui demander des faveurs comme si de rien n'était, et Valentina, incapable de dire non, continuait à l'aider. Mais son ressentiment grandissait à chaque nouvelle faveur. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Valentina eut une conversation avec sa meilleure amie, Clara, qui lui ouvrit les yeux d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle prenait un café un après-midi après le travail, et Clara remarqua que Valentina semblait épuisée, comme si quelque chose l'affectait profondément. « Valentina, je te vois fatiguée. »« Ça va ?» demanda Clara avec inquiétude. Sans savoir comment l'expliquer, Valentina commença à lui raconter tout ce qu'elle avait vécu avec Marcos. Elle lui parla de la façon dont elle avait toujours été là pour lui, mais quand elle avait besoin de quelque chose, il disparaissait. À la fin de son récit, Clara la regarda avec une expression sérieuse et dit quelque chose qui changerait la perspective de Valentina pour toujours. « Ma chère, je ne veux pas être dure avec toi, mais je pense que Marcos ne fait que t'utiliser. On dirait qu'il ne se soucie pas vraiment de toi, il te cherche seulement quand il a besoin de quelque chose. » Valentina resta silencieuse, réfléchissant à ce que Clara venait de dire. C'était une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle avait toujours pensé que sa relation avec Marcos était une amitié sincère, mais les paroles de Clara l'atteignirent de plein fouet. Était-il possible qu'il l'ait simplement utilisé tout ce temps? Clara continua à parler, lui donnant des exemples clairs de la façon dont le comportement de Marcos n'était pas celui de quelqu'un qui valorisait une amie, mais plutôt de quelqu'un qui cherchait simplement à profiter de sa gentillesse. Elle lui dit que si Marcos la valorisait vraiment, il serait là pour elle de la même manière qu'elle avait toujours été là pour lui. Une amitié ou tout type de relation, dit Clara, se base sur le don et le recevoir. Mais tu n'as fait que donner, Valentina, et ce n'est pas juste pour toi. Valentina rentra chez elle ce soir-là avec un mélange d'émotions. D'une part, elle était en colère contre Marcos pour l'avoir traité de cette manière, mais d'autre part, elle se sentait coupable d'avoir permis que cela se produise. Les mots de Clara résonnèrent dans son esprit, et pour la première fois, elle commença à se demander si elle avait vraiment investi son temps et son énergie en quelqu'un qui ne le méritait pas. Les jours suivants après la conversation avec Clara furent difficiles pour Valentina. Elle était plus consciente que jamais de la dynamique toxique qu'elle avait avec Marcos, mais elle ne savait toujours pas comment faire face à la situation. Une partie d'elle s'accrochait à l'idée qu'elle exagérait peut-être. Peut-être que Marcos l'appréciait vraiment, juste qu'il ne savait pas comment le montrer. Mais en même temps, les mots de Clara continuaient à résonner dans son esprit. Marcos ne fait que t'utiliser. Elle décida que le mieux serait d'observer attentivement le comportement de Marcos avant de prendre une décision drastique. Elle commença à remarquer qu'en réalité, Marcos ne la cherchait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose et que chaque fois qu'elle essayait de parler de ses propres problèmes,
il trouvait un moyen de changer de sujet ou de disparaître. Chaque petit détail qu'elle avait ignoré auparavant devenait maintenant plus évident, et cela la frustrait encore plus. Un jour, alors qu'ils travaillaient tous les deux au bureau, Valentina décida de faire un petit test. Elle avait beaucoup entendu parler de l'importance de mettre des limites, quelque chose que Rolando mentionnait souvent dans ses cours sur les relations toxiques. Valentina pensa que, si elle voulait vraiment savoir si Marcos la valorisait ou s'il l'utilisait simplement, elle devait établir une limite claire. Ce jour-là, Marcos s'approcha d'elle avec la même attitude que d'habitude. Il avait un problème avec son ordinateur et avait besoin que Valentina l'aide à résoudre le problème. « Valentina, tu peux m'aider avec ça ?»« Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce fichier, » lui dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Valentina le regarda pendant un instant, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. C'était le moment de lui faire comprendre qu'elle ne serait pas toujours disponible pour lui. « Désolé, Marcos, aujourd'hui je ne peux pas. J'ai beaucoup de travail et j'ai besoin de me concentrer sur mes propres tâches, » répondit-elle, en essayant de paraître ferme. La réaction de Marcos fut immédiate. Son visage changea, et au lieu de la remercier ou de comprendre sa situation, il afficha une expression de mécontentement. « Vraiment ? Je pensais que tu allais m'aider. Tu le fais toujours, » dit-il sur un ton de reproche qui la fit se sentir mal à l'aise. Ce fut le moment où Valentina réalisa la véritable nature de leur relation. Marcos n'était pas habitué à recevoir un « non » comme réponse. Il comptait toujours sur le fait que Valentina serait disponible pour lui, peu importe ce qu'elle traversait. À ce moment-là, elle comprit que pour Marcos, leur amitié n'était pas une question d'affection ou de respect, mais de convenance. Valentina maintint sa décision ferme, et bien qu'elle ressentît une boule dans l'estomac, elle savait que c'était la bonne chose à faire. Marcos ne persista pas, mais l'atmosphère entre eux devint tendue. Il n'y avait plus de rire ni de longues conversations. À la fin de la journée, Marcos commença à s'éloigner d'elle, ce qui, au lieu de lui faire mal, lui apporta du soulagement. Il était évident qu'il n'était intéressé par son amitié que lorsqu'il pouvait en tirer profit. Les jours passèrent, et Valentina commença à sentir que sa vie retrouvait une certaine normalité, mais maintenant avec une nouvelle perspective. Elle réalisa qu'elle avait toujours mis les autres au-dessus d'elle-même, oubliant ses propres besoins. Elle commença à pratiquer davantage les conseils qu'elle avait lus de Rolando, comme l'importance d'établir des limites et de prioriser son propre bien-être émotionnel. Un après-midi, alors qu'elle était chez elle à lire un livre, elle reçut un message de Marcos. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des jours, et, en le voyant, Valentina ressentit un mélange de curiosité et de méfiance. Le message disait « On peut parler, je veux clarifier ce qui s'est passé entre nous. » Valentina décida de lui donner l'occasion d'expliquer son point de vue, bien qu'au fond, elle savait déjà quelle serait la véritable raison derrière ce message. Marcos était habitué à ce qu'elle soit toujours disponible, et, en ne l'ayant plus à sa disposition, il essaierait de la manipuler pour qu'elle redevienne celle d'avant. Ils se rencontrèrent dans un café près de son travail, et Marcos ne tarda pas à commencer à parler. « Val, je ne comprends pas ce qui t'arrive ces derniers temps. J'ai l'impression que tu t'es éloignée et que tu n'es plus la même qu'avant, » dit-il sur un ton qui essayait de sembler inquiet. Valentina, calme mais décidée, le regarda fixement et répondit « Ce n'est pas que je me sois éloignée, Marcos. Ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à réaliser que notre amitié n'est pas ce que je pensais. Je suis toujours là pour toi, mais quand j'ai besoin de quelque chose, tu n'es jamais là. Ce n'est pas une amitié et je ne veux pas continuer dans cette dynamique. » Marcos resta silencieux un moment, clairement surpris par la fermeté dans la voix de Valentina. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un lui dise ses vérités si directement. Après quelques secondes d'inconfort, il essaya de se justifier. « Ce n'est pas comme ça, Val. Tu sais que je t'apprécie, mais j'ai été occupé ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps pour quoi que ce soit. » Il commença à dire quelque chose d'autre, mais Valentina l'interrompit. « Tu as toujours une excuse, Marcos. Il ne s'agit pas d'être occupé. Il s'agit de prioriser, et clairement, je n'ai jamais été une priorité pour toi. Désolé, mais je ne veux plus être la personne que tu ne contactes que quand tu as besoin de quelque chose. » La conversation se termina peu après, et bien que cela fût difficile pour Valentina,
elle ressentit une immense libération. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait mis son bien-être au-dessus de celui des autres. Elle savait qu'il y aurait des conséquences et qu'elle perdrait probablement Marcos comme ami, mais elle était prête à l'accepter. Ce qui importait le plus, c'était qu'enfin, elle avait commencé à se valoriser elle-même. Après la conversation avec Marcos, Valentina rentra chez elle avec un sentiment doux amer. Bien qu'elle sache qu'elle avait fait ce qu'il fallait, il restait une partie d'elle qui éprouvait de la nostalgie pour les moments qu'ils avaient partagés. Après tout, Marcos avait été une part importante de sa vie pendant de nombreux mois, et rompre avec cette dynamique n'était pas facile. Cependant, chaque fois qu'elle pensait à la manière dont elle avait permis qu'il l'utilise, sa conviction se renforçait. Elle ne redeviendrait plus cette personne qui se sacrifiait pour les autres sans rien attendre en retour. Le lendemain, Valentina décida de faire quelque chose de différent. Au lieu d'attendre que les gens viennent à elle avec leurs problèmes, elle décida de se concentrer sur elle-même. Elle suivit le conseil de son amie Clara et commença à pratiquer l'amour de soi, un concept qui jusqu'alors lui avait semblé quelque peu abstrait. Elle acheta un livre sur l'importance d'établir des limites saines et commença à appliquer de petits changements dans sa vie quotidienne. Ce n'était pas quelque chose qui se produisait du jour au lendemain, mais peu à peu, elle commença à se sentir plus forte et plus sûre d'elle. Un après-midi, alors qu'elle était dans un cours de yoga, Valentina reçut une notification sur son téléphone. C'était un message de Clara. « Nous devons nous voir, j'ai quelque chose de très important à te dire. » Intriguée, Valentina accepta de rencontrer son amie après le cours. Elle ressentait de la curiosité pour ce que Clara avait à lui dire. Lorsqu'elles se rencontrèrent, Clara ne put contenir son émotion. « Val, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse pour toi, » dit-elle en souriant. « Je me rends compte à quel point tu as changé au cours des derniers mois. Tu es une autre personne. » Valentina, surprise, répondit avec humilité. « Je ne sais pas si je suis une autre personne, mais oui, je me sens mieux. Je pense que j'ai enfin appris à me mettre moi-même en premier. » Clara acquiesça avec enthousiasme. « C'est ce que je voulais te dire. Je me souviens de comment tu étais avant, toujours préoccupée par les autres, en particulier par Marcos. Et maintenant, je te vois beaucoup plus calme, plus en paix avec toi-même. » Valentina réfléchit aux mots de son amie. Il était vrai qu'elle avait changé, même si elle ressentait encore quelques cicatrices de son expérience. Ces blessures l'avaient rendue plus forte. Elle apprit qu'il est important d'être aimable et généreux, mais qu'il est également essentiel de savoir quand s'éloigner des personnes qui ne vous valorisent pas. Une semaine plus tard, Valentina eut une rencontre inattendue. En marchant dans le parc, elle se trouva face à face avec Marcos. Il était avec un groupe d'amis et, bien qu'au premier abord elle ait pensé à l'éviter, elle décida qu'elle n'avait rien à craindre. Avec un sourire tranquille, elle s'approcha et le salua poliment. « Bonjour Marcos, comment as-tu été ?» dit-elle avec un calme qu'elle ne s'attendait même pas à avoir. Marcos la regarda un peu déconcerté par la sérénité de Valentina. Il ne s'attendait pas à la voir, et encore moins ainsi, si calme et sûr d'elle. « Bonjour Val, j'ai été bien, et toi ?» répondit-il essayant de garder sa posture. Valentina acquiesça et lui dit « Je vais mieux que jamais. J'ai travaillé sur moi-même, je prends mieux soin de moi. Ça a été un long processus, mais je suis contente du résultat. » Marcos, ressentant la distance émotionnelle qui s'était créée entre eux, ne sut que dire de plus. Il semblait vouloir reprendre la conversation, mais Valentina n'était plus intéressée à parler davantage. Elle se dit au revoir poliment et poursuivit sa promenade dans le parc, sentant qu'elle avait fermé un chapitre important de sa vie. Cette nuit-là, Valentina réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle pensa à la manière dont elle avait permis que Marcos l'utilise pendant si longtemps et à la façon dont elle avait enfin trouvé le courage de s'éloigner. Elle se rendit compte que, parfois, le processus d'apprendre à se valoriser soi-même peut être douloureux, mais que chaque pas en avant en vaut la peine. Elle se souvient d'une phrase de Rolando qui l'avait beaucoup inspirée durant son processus de guérison. « S'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est la base de toutes les relations saines. Si tu ne te valorises pas, tu ne peux pas attendre que les autres le fassent pour toi. » Cette citation avait été une sorte de mantra pour Valentina dans les moments les plus difficiles, lui rappelant que son bien-être était sa responsabilité et qu'elle méritait de s'entourer de personnes qui la valorisaient vraiment.
Avec le temps, Valentina commença à attirer de nouvelles personnes dans sa vie, des personnes qui la respectaient et l'appréciaient pour qui elle était, et non pour ce qu'elle pouvait en obtenir. Elle se rendit compte qu'en posant des limites et en s'estimant, elle créait un espace pour des relations plus saines et authentiques. Elle ne ressentait plus le besoin de plaire à tout le monde ou d'être toujours disponible pour les autres. Elle avait appris que son temps et son énergie étaient précieux et qu'elle devait les investir dans des personnes qui méritaient vraiment d'être dans sa vie. Quelques mois plus tard, alors qu'elle parlait avec Clara, Valentina réalisa à quel point sa perspective avait changé. Ce qui avait été auparavant une source de douleur et de frustration était maintenant une leçon de vie qui l'avait renforcée. Clara, toujours sa confidente, lui rappela le chemin parcouru. « Je t'admire, Valentina. Ce n'est pas facile de s'éloigner de quelqu'un que tu aimes, même quand tu sais qu'il t'utilise, mais tu l'as fait. Et c'est ça qui t'a rendue plus forte, » dit Clara avec un sourire. Valentina sentit que son amie avait raison. Elle avait appris à identifier les signes d'une relation toxique et, surtout, elle avait appris à s'éloigner des personnes qui ne l'estimaient pas. Sa relation avec Marcos avait été une expérience douloureuse, mais elle lui avait aussi enseigné l'importance de poser des limites et de se prioriser. L'histoire de Valentina est un rappel que nous méritons tous d'être entourés de personnes qui nous estiment et nous respectent. Les personnes qui vous utilisent ne sont pas nécessairement mal intentionnées, mais cela ne signifie pas que vous devez leur permettre de tirer profit de vous. Poser des limites et pratiquer l'amour de soi est essentiel pour avoir des relations saines et équilibrées. Au final, Valentina comprit que son plus grand acte d'amour était envers elle-même, et cet amour propre lui permit de grandir, de guérir et de construire une vie où son bien-être émotionnel était une priorité. Elle ne permettait plus à personne de l'utiliser, car elle avait appris à s'estimer d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée auparavant. Maintenant que nous avons parcouru l'histoire de Valentina, il est temps de faire une réflexion plus approfondie sur chacun des événements qui l'ont amenée à changer sa vie, et finalement, à se libérer d'une relation où elle était utilisée. Cette analyse nous permet non seulement de mieux comprendre son processus, mais elle peut également vous aider à identifier des schémas similaires dans vos propres relations et à apprendre comment les affronter. Le premier point clé dans l'histoire de Valentina fut sa décision de poser une limite. C'était la première fois qu'elle disait non à Marcos lorsqu'il lui demanda de l'aide avec le dossier de son travail. Bien qu'en apparence cela puisse sembler un petit geste, la réalité est que ce fut un acte monumental pour Valentina. Dire non quand elle avait toujours dit oui fut un changement qui commença à rompre la dynamique toxique qui avait dominé sa relation avec Marcos. C'est un exemple clair de la façon dont le premier pas vers le changement peut sembler insignifiant, mais avoir un impact profond. L'acte d'établir une limite est quelque chose que beaucoup de personnes craignent, car elles redoutent la réaction de l'autre ou pensent qu'en le faisant, elles perdront la relation. Cependant, comme le dit bien Rolando, dire non est un acte d'amour de soi. Vous ne rejetez pas l'autre personne, mais vous vous protégez vous-même. Cette phrase résume parfaitement ce que Valentina fit. En posant sa limite, elle envoyait un message clair que son temps et son énergie étaient également précieux et qu'elle ne permettrait à personne de les utiliser sans réciprocité. Un autre aspect clé fut le rôle que joua Clara, l'amie de Valentina, dans son éveil émotionnel. Cette conversation fut un moment décisif, car Clara lui donna non seulement une perspective extérieure, mais lui apporta aussi le soutien émotionnel dont elle avait besoin pour faire face à la situation. Ici, nous pouvons voir le pouvoir du soutien social. Selon les recherches de psychologues comme Carl Rogers, la validation et le soutien des personnes proches sont essentiels pour le développement personnel et la prise de décisions difficiles. Valentina était piégée dans une relation où elle se sentait utilisée, et c'est grâce à Clara qu'elle put voir clairement ce qui se passait réellement. L'importance d'un soutien externe ne doit pas être sous-estimée. Lorsque nous sommes immergés dans des relations toxiques, nous ne pouvons souvent pas voir la réalité par nous-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à ouvrir les yeux, quelqu'un qui, depuis une position neutre, peut nous montrer ce que nous ne sommes pas capables de voir. Clara agissait comme ce miroir pour Valentina, et ce fut un moment fondamental dans son processus de changement. Après cette conversation, Valentina a commencé à voir sa relation avec Marcos sous un nouveau jour.
Elle a commencé à remarquer tous les petits détails qu'elle avait ignorés, comme le fait que Marcos ne la recherchait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, qu'il évitait de parler des problèmes de Valentina et que, de manière générale, la relation était complètement déséquilibrée. Ce processus de prise de conscience est l'un des plus douloureux, mais il est aussi l'un des plus nécessaires. Souvent, le premier pas pour sortir d'une relation toxique est simplement d'être conscient de ce qui se passe réellement. Dans ce sens, il est important de se rappeler les mots de Rolando. L'amour de soi commence lorsque tu réalises que tu mérites plus que ce que tu reçois. Valentina, en observant sa relation sous un nouveau jour, a réalisé qu'elle méritait quelque chose de bien meilleur. Elle méritait une amitié basée sur le respect et la réciprocité, et non une amitié où elle n'était valorisée que pour ce qu'elle pouvait offrir. La confrontation avec Marcos a été un autre moment crucial. C'était le point de non-retour. Le moment où Valentina a décidé de faire face à la réalité de sa relation. En lui parlant et en lui disant ce qu'elle ressentait, Valentina n'était pas seulement honnête avec lui, mais aussi avec elle-même. Elle a décidé qu'elle n'était plus disposée à se laisser utiliser. Et même si cela a été un moment douloureux, cela a aussi été libérateur. Le refus de Marcos d'assumer la responsabilité de ses actions n'a pas été une surprise. De nombreuses personnes qui utilisent les autres ne reconnaissent que très rarement leur comportement toxique. Au lieu d'admettre qu'elles ont manipulé ou profité de la situation, elles cherchent souvent à se justifier ou à blâmer l'autre personne. C'est ce qui s'est passé avec Marcos, qui a essayé de minimiser les sentiments de Valentina et de justifier son comportement avec des excuses. Cependant, Valentina était déjà à un stade où elle n'accepterait pas ces excuses. C'est ici que nous pouvons voir l'importance d'avoir une base solide d'amour de soi. Lorsque Valentina a décidé de confronter Marcos, elle l'a fait avec sécurité et confiance en elle. Elle n'avait plus besoin de la validation de Marcos pour se sentir précieuse. Elle savait ce qu'elle valait, et c'est cela qui lui a permis de s'éloigner de lui sans culpabilité ni regret. Ce processus d'éloignement d'une relation toxique n'est pas facile, et Valentina l'a vécu de manière très concrète. Souvent, lorsque nous sommes dans des relations où nous sommes utilisés, nous pouvons ressentir la peur de rester seuls ou de perdre quelque chose d'important. Cependant, comme le montre l'histoire de Valentina, parfois ce que nous perdons en nous éloignant est bien moins précieux que ce que nous gagnons. Notre paix intérieure, notre estime de soi et notre liberté émotionnelle. Un autre aspect important de cette histoire est comment Valentina a appris à attirer de nouvelles personnes dans sa vie. Après avoir rompu avec Marcos, elle a commencé à s'entourer de personnes qui l'appréciaient pour qui elle était, et non pour ce qu'elle pouvait obtenir d'elle. C'est un changement significatif, car il montre que lorsque tu commences à te valoriser, tu commences aussi à attirer des personnes qui te valorisent de la même manière. Cela nous amène à réfléchir à l'importance de choisir consciemment les personnes avec qui nous partageons notre vie. Comme le disait le docteur Franco, en fin de compte, l'homme ne doit pas se demander quel est le sens de sa vie, mais reconnaître que c'est lui qui est interrogé. Valentina s'est rendue compte qu'elle avait le pouvoir de choisir qui était dans sa vie, et ce faisant, elle a décidé de s'entourer de personnes qui l'appréciaient sincèrement. Finalement, l'histoire de Valentina est une histoire de transformation et d'émancipation. Ce qui a commencé comme une relation toxique est devenu une occasion pour elle d'apprendre à se valoriser et à prioriser son bien-être. Son parcours n'a pas été facile, mais chaque pas qu'elle a fait en avant l'a renforcé. Elle a appris que le véritable amour commence par soi-même et qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être en paix avec qui l'on est. Il est important que, tout comme Valentina, tu prennes le temps de réfléchir aux relations dans ta vie. Es-tu entouré de personnes qui t'apprécient et te respectent? Ou as-tu l'impression de donner plus que tu ne reçois? Si tu te trouves dans une situation où tu te sens utilisé ou sous-estimé, rappelle-toi que tu as toujours le pouvoir de changer cette situation. C'est le moment de prioriser et de commencer ton chemin vers l'amour de soi. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation similaire à celle de Valentina? As-tu ressenti que quelqu'un dans ta vie t'utilisait? Partage ton histoire dans les commentaires. Ton expérience pourrait inspirer d'autres personnes qui traversent une situation similaire. Ensemble, nous pouvons apprendre à construire des relations plus saines et respectueuses. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo.
J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.